Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci nous sommes deux. On voit que ça vous fait extrêmement plaisir de nous retrouver en duo, donc comme on vous l'a dit dans les commentaires, on sera à deux normalement tous les dimanches, on essaye de les prévoir pour que vous ayez vraiment un autre duo le dimanche. Donc si vous êtes content pour ça, n'oubliez pas déjà de liker la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Stéphanie Pars qui a malheureusement connu un tragique destin ainsi que son meurtrier. On va pas vous en dire plus, on va rentrer tout de suite dans l'affaire, donc n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Et sans plus tarder, rentrons dans l'affaire de Stéphanie Pars. L'affaire dont on va vous parler aujourd'hui s'est déroulée le 30 octobre 2019, soit la veille d'Halloween. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois on dit qu'Halloween c'est hanté et tout, parce qu'il y a plein d'affaires dont on traite qui se passent autour d'Halloween. Et il faut savoir aussi qu'aux États-Unis ils prennent très au sérieux cette fête dans tout le pays. Lors de cette soirée, Stéphanie était partie à un spectacle avec 3 de ses sœurs ainsi que ses 2 parents, Charline et Ed. Stéphanie était âgée de 25 ans et elle était très aimée de sa famille et de son entourage et c'était une très jolie jeune femme. Après le spectacle, Stéphanie est donc partie chez ses parents dans la ville de Freehold dans le New Jersey. Elle est restée très peu de temps chez eux, histoire de les déposer et discuter un petit peu avec eux, puis c'est vers 22h qu'elle a décidé de rentrer chez elle. Stéphanie vivait seule à quelques kilomètres de Freehold, donc au New Jersey, et elle vivait dans la maison que sa grand-mère défunte lui avait laissée. Donc Stéphanie va laisser ses parents chez eux, elle va prendre la route direction sa maison, enfin la maison de sa grand-mère, et le seul truc qu'on saura c'est que sur cette route, elle a posté un Snapchat. Elle était donc censée rentrer chez elle, mais le lendemain, Stéphanie ne s'est jamais présentée au travail. Concernant son travail, Stéphanie était une nounou, donc elle était très proche des autres, elle était très proche des enfants, elle avait un bon contact avec toutes les familles avec qui elle travaillait, et par conséquent, généralement, elle prévenait quand elle était malade ou quand il y avait un souci, quand elle ne pourrait pas être présente. Sauf que ce jour-là, elle n'a prévenu personne, et donc au fil des heures qui passent et au fil de la journée, ses parents, Charline et Ed, vont devenir de plus en plus inquiets. Et c'est suite à cette inquiétude qu'ils ont contacté la police pour la disparition de Stéphanie. Suite à quoi, la police est donc rendue directement chez Stéphanie, et lorsqu'ils se sont rendus chez elle, ils ont vu déjà que la porte n'avait pas du tout été fracturée, que son chien était toute seule dans l'appartement, et surtout que la voiture de Stéphanie était dans l'allée de la rue dans laquelle elle habitait. Donc tout semble montrer que Stéphanie est quand même bel et bien rentrée chez elle. Malheureusement, malgré tous ces indices, il n'y a aucun signe de vie de Stéphanie. On ne sait pas où elle est, ni même ce qui lui est arrivé, et forcément, ses parents sont vraiment de plus en plus inquiets puisque on n'a aucun signe de vie de Stéphanie. La famille se disait qu'il était hors de question que Stéphanie décide de tout quitter, tout plaquer et de partir tout simplement pour une nouvelle vie ailleurs, étant donné que, comme on vous l'a dit, elle était déjà très heureuse dans son travail, donc aucune raison de quitter son travail et de partir. Elle était également très proche de toute sa famille et elle n'avait vraiment aucune raison de disparaître d'elle-même. En plus de son travail de nounou, Stéphanie avait un petit talent qui était du maquillage FX, donc pour ceux qui connaissent pas, elle faisait des maquillages d'effets spéciaux, donc comme on vous le dit, en plus de son travail, elle avait vraiment des occupations, enfin vraiment aucune raison de partir du jour au lendemain. De plus, c'était pas non plus quelqu'un qui avait l'air de s'ennuyer pendant son temps libre, étant donné que pendant son temps libre, elle était soit avec sa famille, soit en train d'éduquer son petit chien, soit en train de faire du maquillage FX, bref, elle était toujours très occupée. Ses choses préférées à faire impliquaient par exemple le softball, le hockey ou les Yankees de New York, et elle aimait aussi acheter des chaussures et des vêtements. Donc tout semblait très bien et bon dans sa petite vie, que ce soit professionnelle, privée, etc. Cependant, il y avait un aspect de sa vie qui, ces derniers temps, n'allait pas forcément bien et dont elle n'en parlait pas forcément non plus à son entourage. Et comme vous l'avez compris, il s'agissait de sa relation. En effet, Stéphanie s'était séparée de son ex-petit ami qui s'appelle John Osbilden et malheureusement, elle n'était pas forcément très heureuse ni de cette relation ni de cette séparation. Ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois, donc c'était quand même une relation assez récente et les choses semblaient extrêmement bien commencer entre eux. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, simplement John, on sait que c'était un courtier en valeurs immobilières qui était âgé de 29 ans et il travaillait à Staten Island.
Il semblerait tout de même que le tempérament de John ne plaisait pas forcément à Stéphanie, sûrement que malgré l'attirance et tout ce qui s'ensuit, ils n'étaient pas forcément compatibles. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, suite à quoi Stéphanie avait décidé de mettre fin à leur relation en septembre 2019. Donc toujours dans le cadre de la disparition de Stéphanie, la police va commencer à faire énormément de recherches et ils vont donc connaître cette relation entre John et Stéphanie. Ils vont naturellement donc interroger son ex-petite amie. John, lui, va affirmer qu'il a passé la nuit avec Stéphanie donc du 30 au 31 octobre et que lorsqu'il l'a vue la dernière fois, c'est lorsqu'elle se préparait pour justement aller au travail. John n'avait donc aucune idée de ce qui était arrivé à Stéphanie. Après cette audition, la famille de Stéphanie et la police, les enquêteurs, ont quand même continué à chercher un peu partout pour essayer de retrouver Stéphanie ou un indice. Ces recherches n'étaient pas seulement établies dans le comté où elle était, étant donné qu'elles ont carrément dépassé les frontières de plusieurs états pour essayer de voir si elle n'avait pas décidé de partir toute seule, même si c'était l'hypothèse la moins probable. Des enquêteurs de plusieurs postes de police ont enquêté sur des centaines d'acres, donc ils ont vraiment enquêté absolument partout. Ils ont fouillé dans des régions allant de Freehold à Staten Island où John avait déjà vécu. Et d'ailleurs, au cours de l'enquête, les policiers vont se rendre compte que le jour où Stéphanie a disparu, c'est également le jour où John a été licencié de son travail. Pour rappel, il était courtier en valeurs immobilières à Staten Island. John avait envoyé une dizaine de SMS ainsi que de messages Facebook, donc sur Messenger, à Stéphanie, avant que celle-ci ne soit portée disparue, et le ton n'était pas spécialement joyeux, en tout cas pas comme on imagine qu'un couple aurait des communications. John lui a alors reproché d'avoir rendu leur relation pourrie et l'a qualifiée de sale merde, et évidemment Stéphanie, elle, ne lui a jamais répondu. Lors de l'audition de John, la toute première, les enquêteurs avaient remarqué quelque chose qui les avait un peu laissés perplexe, c'est-à-dire que John avait des marques au cou et autour du cou, ce qui pouvait laisser sous-entendre qu'il aurait été mêlé à la disparition de Stéphanie si celle-ci n'aurait pas été volontaire. J'espère que vous avez suivi. Donc les enquêteurs, petite fouine, ont décidé de fouiller un peu plus dans le passé de John et ils se sont rendus compte de certaines choses. Il a été établi qu'il avait été inculpé à 3 reprises pour violence familiale / conjugale, dont une contre Stéphanie. Et selon cette plainte, Stéphanie avait dit à la police que John l'a attaqué lorsqu'elle lui a dit qu'elle ne voulait plus être en relation avec. Donc pour rappel, et on vous le dit tout le temps, quand vous voulez quitter quelqu'un, quand ça ne va pas dans votre couple, n'allez pas attaquer la personne, dites-lui juste c'est terminé, au revoir, merci. Le rapport notait ceci: John a frappé Stéphanie sur sa main et sur le côté de sa tête, et Stéphanie évidemment avait dit à la police qu'elle craignait d'être agressée de nouveau, et quelques temps plus tard, elle disparaît. Les détectives ont décidé de retourner à New Jersey pour fouiller la maison de John, ils l'ont fouillée 5 fois. Évidemment, là vous vous dites que ils vont trouver des preuves concernant Stéphanie, que oui, il a peut-être été à l'origine de sa disparition, que c'est peut-être parti plus loin, et les policiers vont effectivement trouver des preuves, mais d'un crime qui n'a absolument rien à voir avec cette disparition. En effet, au lieu de trouver des choses par rapport à Stéphanie et sa disparition, ils vont trouver des images pornographiques juvéniles sur son téléphone, et évidemment, à la suite de cela, il a été arrêté et accusé de possession de pornographie juvénile. Donc on part d'une disparition à quelqu'un qui peut être mêlé à cette disparition à en fait ce gars a des trucs beaucoup plus sales à cacher. La police, elle, a continué évidemment à chercher Stéphanie un petit peu partout dans le New Jersey. Malheureusement, ils ne trouvent aucun signe de vie, ni même d'un corps de Stéphanie. Et évidemment, ils pensaient fermement que John était impliqué dans ce crime. Donc il était évidemment considéré comme un suspect, voire même le suspect numéro 1. Mais il n'y avait toujours aucune preuve, rien d'autre si ce n'est que des images pédopornographiques qui n'a pas vraiment à voir avec Stéphanie qui avait 25 ans. Et en plus, si on repart sur les marques de son cou, s'il veut les justifier, il peut les justifier, que c'est par rapport à ses photos, il s'est battu avec un parent ou peu importe, mais il peut justifier ça hors Stéphanie, étant donné qu'il est déjà accusé pour ça. Donc John avait été incarcéré quelque temps en prison, mais malheureusement ils n'ont pas pu le garder éternellement, ou en tout cas pour les images pédopornographiques, j'imagine que c'est pas comme pour un meurtre, on te garde pas en prison le temps de ton procès, je pense que tu es libéré peut-être sous conditions ou autres, mais bref, il a été libéré donc le 19 novembre 2019, et c'est là qu'un nouveau drame va arriver, puisque à peine 3 jours seulement suite à sa libération, il va être retrouvé mort chez lui par pendaison. Suite à quoi, évidemment, le médecin légiste l'a déclaré mort par suicide, donc par pendaison. John avait prévu son acte étant donné que la police a retrouvé énormément de notes par rapport à son suicide qui étaient écrites derrière des listes de courses, derrière des papiers qui traînaient par-ci par-là, et il y avait une note pour ses parents, les parents de John.
Il n'a pas fait référence à Stéphanie mot pour mot ou nom pour nom si vous voulez, mais il a mentionné la fille dans les news, donc dans les journaux. La fille qu'on voit dans les nouvelles était en couple avec moi et me traitait comme un morceau de merde. Elle m'a blessé encore et encore quand j'étais déjà au plus bas, c'était une personne horrible. Dans ses notes, il a fait une sorte d'excuse envers sa famille et a fait un aveu à peu près partiel de culpabilité. Désolé pour toute cette folie, je suis tellement mal depuis si longtemps maintenant, j'en avais juste assez. Merci pour tout, je ne peux pas vivre ma vie en prison. La plupart des choses que vous entendrez sont vraies, à l'exception de la pornographie juvénile. Donc là, dans son aveu, on peut comprendre qu'il avoue pour Stéphanie, mais que par rapport aux photos qu'on a trouvées, ça serait pas lui et qu'il n'a rien à voir là-dedans. Je pense personnellement, en tant que rusé et pas en tant que Murderers Explained, que peut-être que oui, ça c'était une erreur et que c'est pas non plus le truc le plus grave. Je pense que Stéphanie c'était le plus grave et s'il le dit en se suicidant, je vois pas pourquoi il essaierait de laver son nom maintenant, quoi. Moi, j'en pense que si t'as ça sur ton téléphone ou ton ordi, tu vois, c'est des images que t'as pas par hasard. Oui, c'est vrai que c'était dans son Tu vois. téléphone, oui, j'ai Donc, zappé l'annonce. moi, je pense qu'il avait vraiment ça, mais juste, enfin, dans la tête de quelqu'un, souvent, vaut mieux avoir tué quelqu'un que d'avoir voulu Oui, c'est violer vrai. des enfants, tu vois. Ah. Donc dans ces petits mots, il a expliqué que en gros toutes les choses qui tournaient autour de Stéphanie pour la plupart étaient vraies, donc les rumeurs contre lui sont également vraies, et il n'a seulement pas mentionné à aucun moment toujours où se trouvait Stéphanie, ni son corps, ni ce qui lui était arrivé, et évidemment vous vous en doutez, il n'a pas non plus exprimé de remords, il a juste dit à sa famille, la sienne, à lui, qu'il était désolé. Il faudra attendre le 26 janvier 2020, un dimanche matin, pour que deux adolescents qui marchaient le long d'une route toujours dans le New Jersey pensaient avoir vu un corps au loin dans une zone boisée des environs. Une inspection plus approfondie suite à ces déclarations ont révélé qu'il s'agissait bel et bien d'un corps et les autorités ont évidemment été prévenues, suite à quoi elles sont venues et ont essayé de découvrir qui était ce cadavre. Le corps était entièrement vêtu et était face contre terre près de la route, mais il n'était pas visible si vous conduisiez le long de celle-ci. En effet, quand on est un automobiliste, quand on passait sur cette route, on ne pouvait pas voir le corps parce que c'était une zone assez boisée et il fallait donc être dans un autre angle de vue pour pouvoir voir ce cadavre, d'où le fait qu'on ait dû attendre 2 mois, presque 3, pour pouvoir trouver son corps. Donc suite à l'enquête, il a bel et bien été confirmé que le corps était donc celui de Stéphanie Pars, malheureusement, et heureusement d'un côté que ces deux adolescents ont marché le long de ce fleuve pour se rendre au travail exceptionnellement, puisque d'habitude ils prenaient la route, et sans ce petit changement de planning, on n'aurait jamais pu retrouver le corps de Stéphanie, ou en tout cas beaucoup plus tard. De plus, il faut savoir que la zone où le corps de Stéphanie a été retrouvé était une zone qui avait pourtant été fouillée d'ailleurs plus d'une fois par les policiers, et qu'en plus cet endroit se trouve à peine une vingtaine de kilomètres de chez elle, et pour rappel, Rudy vous a expliqué plus tôt qu'ils avaient fouillé plus de je ne sais combien d'acres de terrain pour réussir de la trouver, donc je trouve que c'est vraiment un manquement de la police pour pas réussir à la trouver alors que c'était vraiment à peine 20 km et qu'ils ont fouillé plus d'une fois près de cette zone. Ou alors le corps il a été déplacé par quelqu'un qui était proche de John et qui était au courant, c'est aussi une autre théorie. Bien que John n'ait jamais été très honnête ou franc ou très cash sur ce qui est en rapport avec la mort de Stéphanie, les policiers et les enquêteurs pensent qu'il l'a bel et bien tué et qu'il a balancé son corps le long de la route. Les enquêteurs pensent que Stéphanie a été tuée soit très tard le soir du 30, soit très tôt le matin du 31, et quoi qu'il en soit, d'après eux, le corps aurait été jeté le long de cette route boisée seulement quelques temps après. Les enquêteurs ne pensent pas que quelqu'un d'autre aurait été mêlé à sa mort et pensent que John aurait tout fait tout seul. Est-ce que c'est pour terminer l'enquête plus vite ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des preuves de ça? On n'en sait rien. Et lors du procès, le procureur a donc dit ceci. Cette culpabilité appartient à John Osbilgun et John Osbilgun seul. Et le lendemain de la découverte du corps de Stéphanie, les parents ont rajouté quelque chose qui est ceci. Nous sommes vraiment désolés pour sa famille et nous espérons qu'ils pourront trouver la paix à travers ce cauchemar. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à Stéphanie, mais ce que nous savons, c'est que John n'a jamais dit qu'il avait blessé Stéphanie ou dans la note qu'il nous a laissée. Nous pensons qu'il est innocent, mais toute la pression exercée par les fausses accusations de pédopornographie et les fouilles constantes ainsi que l'acharnement l'ont amené à s'enlever la vie. À présent, la famille de Stéphanie doit vivre avec toutes ces questions qu'elles doivent se poser régulièrement concernant la mort de leur sœur, de leur fille, de leur cousine, bref, tout simplement de Stéphanie, puisque au final, ils n'auront jamais le fin mot de l'histoire de savoir ce qui s'est passé et pourquoi surtout ça s'est passé. Surtout que Stéphanie était vraiment une jeune femme qui était pleine de vie, pleine d'amour à revendre et évidemment elle ne voulait pas d'un homme qui était violent à ses côtés, chose que malheureusement John était.
Et lorsqu'il avait découvert son vrai visage, elle avait tout simplement décidé de partir. Elle a eu totalement raison. Mais en voulant fuir un homme violent, lui ne l'a pas accepté et a tout simplement décidé de la tuer. Pour se suicider ensuite, donc encore une fois, c'est vraiment une mort qui n'a servi à rien. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour le triste destin de Stéphanie Pars. On espère que cette histoire a pu vous intéresser, vous intriguer, même si elles sont, je trouve, de plus en plus tristes. Encore une fois, comme d'habitude, c'était une petite prévention inutile, mais encore une fois, quand quelqu'un veut vous quitter, ne tuez pas cette personne. On est 7 milliards, peut-être 8 milliards maintenant sur Terre, des personnes qui voudront bien être en couple avec vous, il y en aura, et si ces personnes qui vous quittent parce que vous êtes violent, méchant, vous allez voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, faites-vous soigner, mais ne tuez pas la personne qui est en face de vous, ça sert à rien. Sur ces bonnes paroles qu'on vous dira de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et la commenter avec un emoji étoile. Toujours étoile. Nous, on vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo en duo et tout au long de la semaine pour nos vidéos respectives qui d'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué, se sont un peu rallongées. On est passé de pour les plus courtes 15 minutes à plus longues 40 minutes. C'était Murders Explained et à bientôt.